Merci d'être sur scène pour parler avec nous donc, de rénovation, d'énergie et de climat, et donc dans les innovations pour le logement du futur. Donc comme je le disais, je me suis perdu dans mes fiches. C'est celle-là. On peut attaquer sur la deuxième table ronde. Yann Noblet, le sujet brûlant du moment, sans mauvais jeu de mots, c'est le chauffage. On en parle beaucoup. Oui. Le prix du gaz a beaucoup augmenté depuis le début de l'année, d'autant plus avec la guerre en Ukraine. Elisabeth Borne, elle a quand même dit, donc la Première ministre a quand même annoncé la prolongation du bouclier tarifaire pour 2023, ce qui signifie une hausse de seulement 25 € sur la facture des Français, contre 200 sans bouclier tarifaire. Concrètement, ce contexte nous prouve quand même une chose, c'est qu'il faut innover pour assurer notre souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, justement, est-ce qu'elle est devenue un sujet prépondérant, particulièrement cette année, chez GRDF ? Alors oui, chez GRDF, en fait, c'est pas... nous, on n'a pas attendu ce contexte pour parler de souveraineté énergétique, mais c'est pas simplement la France qui est dans ce contexte, c'est l'Europe. Et on peut citer le premier projet européen qui s'appelle Repower EU, qui en gros consiste à mettre des moyens pour accélérer la production des énergies renouvelables en Europe. Alors, bon, il y a plusieurs énergies renouvelables qui sont concernées. Dans celles qui concernent le gaz, on parle de gaz vert, donc méthanisation, pyrogazéification, enfin il y a plusieurs moyens de production. La volonté, c'est à 2030 de pouvoir produire nous-mêmes à peu près 20% de l'énergie qui est consommée en Europe. Donc ça, c'est le palier européen. Grâce à ces innovations autour du gaz vert. Voilà. Donc méthanisation, pyrogazéification. Alors il y a d'autres procédés, mais pour l'instant, on va dire que voilà, ce sont les deux principaux, ceux qui ont vocation à s'accélérer le plus rapidement possible. Donc on attend maintenant cette traduction en France. En principe, on devrait avoir quelques réponses en 2023, puisque il sera question de revisiter la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui s'appellera la SFEC bientôt, voilà, et qui permettra de matérialiser cette ambition en France. Voilà, donc on attend ça avec beaucoup d'espoir. Donc les Lyonnais seront chauffés cet hiver, vous nous rassurez. Alors oui, les Lyonnais seront chauffés cet hiver. Bon, c'est une question qui renvoie en fait, quand on est gazier, à la problématique du stockage de l'énergie. Donc il faut savoir qu'en fait en France, on est quand même plutôt bien armé de ce point de vue, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens d'ailleurs. On a à peu près en stock l'équivalent de 4 mois de consommation hivernale en France. Donc là, on en livre même maintenant à l'Allemagne depuis quelques jours, c'est ça ? Bonne question. Non ? Oui, alors ça c'est un peu le côté, on va dire, c'est l'anecdote un peu rigolote, enfin rigolote si on veut. Donc sur ces 4 mois de stock, il y a à peu près l'équivalent d'un mois qui va être réservé effectivement à l'Allemagne. D'accord. Alors ce qui est drôle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est qu'en fait ce gaz qui va être livré à l'Allemagne va servir pour produire de l'électricité en Allemagne, qu'on devra nous-mêmes ensuite importer parce qu'on est en déficit de production d'électricité. C'est ça le couple franco-allemand. Voilà, on peut dire ça. Bon, okay. Ça paraît un peu aberrant, mais on en est là dans le système énergétique européen tel qu'il est conçu voilà, aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué des échéances à 2023. Il y en a une qui sera en 2024, le 1er janvier 2024, où là, il va y avoir de nouvelles obligations en matière de tri des biodéchets. Pourquoi on parle de biodéchets ? Parce que ça va permettre de faire du gaz vert. Et donc, les incinérateurs, enfin, ça devrait l'être, les incinérateurs ne pourront plus les brûler pour produire la chaleur fatale nécessaire pour alimenter les réseaux de chauffage urbain. Quelles sont les alternatives ? Comment on va pouvoir continuer d'alimenter ces incinérateurs qui participent grandement au chauffage dans nos villes notamment ? Alors, la régie qui gère les déchets à la métropole de Lyon a déjà des idées bien préconçues sur le sujet. Et ils ont une politique qui est assez claire. Je voudrais juste peut-être faire un petit rappel sur ce que c'est que la méthanisation, peut-être. Très bien, ouais. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce sujet. Enfin, maintenant, il a l'air plutôt de se vulgariser. On vous laisse nous expliquer ça comme Jamie. J'en sais pas sorcier. D'accord.
Le principe est assez simple, on prend de la matière organique, ce sont des déchets organiques qui sont issus des ordures ménagères, qui peuvent être issus de l'agriculture, aujourd'hui principalement, mais de l'agroalimentaire, des industries. Voilà, on prend ces déchets organiques, on les met sous cloche, on enlève l'air et on envoie des bactéries dedans. Les bactéries mangent cette matière et en mangeant cette matière, ils produisent du CH4. Le CH4, Gaz qu'on récupère. voilà, c'est le gaz, en fait, c'est la molécule de gaz, le CH4. Elle est identique à la molécule de gaz naturel. La différence, c'est qu'elle est produite de manière renouvelable. Donc ça, c'est le premier. Et ce gaz, on s'en sert, on le brûle et on chauffe. Ensuite, il est injecté dans le réseau, effectivement, et il est utilisé comme le gaz naturel, puisqu'il a exactement les mêmes propriétés. Alors on s'assure, avant de l'injecter dans le réseau, qu'il respecte bien, justement, ses propriétés techniques. Et la pyrogazéification, c'est pas tout à fait le même principe. Alors ça, c'est un autre procédé qui permet aussi d'être une solution, en tout cas un exutoire pour les déchets. Là, on voit la partie des déchets organiques, mais la pyrogazéification sera un exutoire pour ce qu'on appelle, on va dire globalement, les CSR, sont les combustibles solides de récupération, les plastiques, les bois usagés, enfin voilà, toute cette matière-là, qu'il est possible de chauffer à une température très élevée. Et donc en chauffant cette matière, on obtient de la même façon du CH4, mais on peut aussi obtenir de l'hydrogène. Voilà, et ensuite, et là, l'hydrogène, c'est une piste sérieuse pour l'avenir? Alors l'hydrogène, c'est une piste sérieuse, mais alors je sais que ça fait beaucoup rêver, hein, l'hydrogène, c'est un sujet qui passionne. Mais on est aux prémices un petit Cela peu, dit, voilà, on est aux prémices aujourd'hui. On peut voir ça sous deux angles. Le premier, c'est quelle est la capacité des réseaux de distribution à finalement transporter cette énergie. Alors GRDF est inscrit dans un collectif européen qui s'appelle Ready for H2. Excusez-moi pour l'accent, hein, je suis désolé. Donc, prêt pour l'hydrogène en bon français, c'est ça? Voilà, c'est ça, okay. Exactement. Qui regroupe à peu près 90 distributeurs européens de gaz naturel en Europe et qui a déjà conclu que 96% des réseaux de gaz européens sont prêts à accepter de l'hydrogène en transport. Voilà. Donc il y a un... Alors, voilà. C'est une piste, en tout cas. C'est une piste sérieuse. Après, on est quand même loin de pouvoir aujourd'hui transporter... pas forcément par problématique de réseau, mais parce que l'hydrogène vert en tout cas, hein, parce qu'il existe déjà de l'hydrogène aujourd'hui, qu'on appelle l'hydrogène gris, qui est utilisé principalement dans des process industriels, dans la pétrochimie notamment, mais qui n'est pas renouvelable. Et en fait, l'hydrogène vert coûte assez cher aujourd'hui, et pour l'instant, à produire notamment, parce que pour l'instant, les modèles économiques ne sont pas tout à fait au point aujourd'hui. Mais enfin, nous, c'est une piste sérieuse qu'on envisage pour l'avenir. Ça fait partie du paysage des gaz verts. Des alternatives voilà. Entre autres, comme la méthanisation, la pyrogazéification, mais aussi l'hydrogène et la méthanation. Et on a beaucoup parlé ces derniers temps donc, des logements chauffés au gaz, mais aussi au fioul. Dans le cadre d'une rénovation, comment GRDF peut réussir à intégrer une part importante de gaz vert dans ce genre de logement? Alors, évidemment, quand on injecte du gaz vert dans un réseau, une fois qu'il est injecté, même si le réseau est transparent, on est bien incapable de dissocier la molécule qui a été produite de manière renouvelable de celle qui est fossile. Donc on passe par un procédé contractuel qui consiste en fait à dire que sur un logement qui est au gaz, on va consommer ce qu'on appelle des garanties d'origine. Chaque mégawattheure produit par ces procédés est tracé dans un registre et flagué d'une garantie d'origine qui vient, qui vient dire, ben oui, effectivement, si vous consommez cette garantie d'origine, c'est bien que vous consommez ce gaz vert. Donc ensuite, c'est très simple, et le procédé devient contractuel. Vous prenez un contrat de fourniture auprès d'un fournisseur classique qui a dans ses offres du gaz vert, et vous dites, par exemple, ben moi je voudrais 10, 20, 30, 40, 100% de gaz vert dans mon contrat. Et à ce moment-là, vous consommez une énergie renouvelable sans modifier la qualité le système énergétique de base. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est un peu aller vers l'avenir et c'est assez innovant. Mais c'est surtout aussi très pragmatique
puisque dans ce contexte-là, on n'a pas de modification de système, donc il n'y a pas d'investissement à faire supplémentaire sur les systèmes. On ne change pas de réseau, c'est toujours le même. Donc voilà, donc c'est plutôt résilient et innovant. Justement, en termes de résilience et d'innovation, à l'échelle d'un parc locatif social, je pense qu'il y a de grands enjeux. On a ici avec nous donc Yann Bouissou qui est de Lyon Métropole Habitat. Je rappelle que Lyon Métropole Habitat, c'est le premier bailleur public de la métropole de Lyon. 33 400 logements sociaux, 65 000 locataires. Quand on a la gestion d'un tel parc immobilier de cette ampleur-là, l'enjeu de la gestion énergétique doit être énorme pour vous. Alors effectivement, vous avez rappelé les chiffres, hein, c'est un logement sur 5 du logement social qui est géré par Lyon Métropole Habitat. Et donc je vais vous redonner quand même quelques chiffres pour situer déjà l'énergie utilisée. Donc dans le logement, c'est 36% d'énergie électrique, c'est 31% d'énergie gaz. Donc on voit bien que sur ces deux énergies, on a déjà les 2/3 des natures d'énergie consommées. Et sur les usages, sans aucun doute, hein, c'est le chauffage qui prend la part la plus importante, à hauteur de 64%. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des DPE. C'est aussi intéressant de regarder aussi quel est le positionnement des bailleurs sociaux par rapport à ça, puisqu'à l'échelle du patrimoine français, hein, donc propriétaires, occupants ou bailleurs, c'est quasiment 40% de logements qui sont en classe énergétique E, F et G. Dans le parc social, c'est moitié moins, c'est 20%, et chez Lyon Métropole Habitat, c'est 11%. Pourquoi je vous dis ça? Puisque on a toujours considéré qu'on était quelque part consommateur, mais en capacité d'agir, et donc renforcé, on va dire, par notre responsabilité aussi sociétale, hein, compte tenu de notre capacité, profil de nos clients, mais également d'aller construire ou faire évoluer les territoires. On s'est toujours emparé de cette question de l'énergie, sur différents niveaux évidemment, de manière très structurelle dans l'entreprise. Nous sommes également certifiés ISO 50001 sur le système de management de l'énergie, ce qui fait qu'on vient faire de la pédagogie, de la sensibilisation, tenir des groupes d'innovation en interne, justement pour pouvoir trouver les solutions les plus appropriées. Il faut savoir que dans notre parc, c'est à peu près 60% de chauffage collectif, 50% en gaz, 50% de chauffage urbain, le reste étant du chauffage individuel, 90% gaz sur des chaudières individuelles et 10% sur de l'électricité. Sur la question du carbone aussi, c'est important, parce que quand on parle énergie aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a, on va dire, deux leviers. Il y a celui effectivement des charges, très directement, donc le pouvoir d'achat de nos clients, qu'ils soient locataires ou acquéreurs hein, d'ailleurs, mais également l'empreinte carbone. Le logement, c'est 25% de l'empreinte carbone au niveau national, c'est un tout petit peu moins que le déplacement. Donc on voit bien que cette proportion-là, on est en capacité d'agir. Donc sur chaque résidence, effectivement, on réfléchit pour trouver des solutions. Sur le chauffage collectif, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu dans un parc social tel que le vôtre, comment ça fonctionne, comment on est chauffé, le chauffage arrive d'où concrètement? Alors il y a différents systèmes, hein. Les deux qui sont quasiment équilibrés à 50-50, c'est une chaufferie collective gaz, donc avec effectivement une énergie plus ou moins verte, comme l'a rappelé mon prédécesseur. Et puis, on va dire une chaudière d'une taille plutôt conséquente, et puis des tuyaux qui viennent acheminer différents réseaux auprès des logements. Et sur des anciennes résidences, on n'avait pas de sous-compteur, et puis sur les nouvelles résidences, on a individualisé l'ensemble des consommations pour aussi nous permettre de faire une vraie pédagogie aux clients et qu'ils puissent agir concrètement sur sa consommation directe. Ça, c'est aussi important, puisque quand on parle de maîtriser sa consommation, il faut qu'on ait une conception qui soit cohérente avec le bâti, mais également avec le profil des occupants. Vous n'apportez pas les mêmes solutions quand vous êtes dans un EHPAD que quand vous êtes sur du logement familial ou du logement étudiant. Vous n'avez pas les mêmes sujets de conception quand on est sur des bâtiments des années 60 ou sur de la logement individuel. Donc c'est important de regarder l'ensemble de ces sujets-là, mais également de regarder l'ensemble de la chaîne de l'exploitant, mais également donc, du profil de l'usager, parce que c'est important, c'est un acteur aussi important pour pouvoir agir. Et donc l'autre système de chauffage collectif qu'on a, 50% quasiment restant, c'est du chauffage urbain. Et le chauffage urbain, c'est un réseau qui est développé par la métropole de Lyon. Et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que 60% de cette énergie est de l'énergie dite renouvelable. Donc voilà, dans ce sujet de pouvoir à chaque fois marcher, on va dire, sur nos deux pieds, il y a la question de la consommation et donc du coût, mais également la question de l'énergie renouvelable. Et nous, on croit beaucoup à cette solution de mixte énergétique pour stabiliser les prix. Et on le voit bien actuellement en fonction
de la situation parfois nationale, hein, donc qui n'est pas tout à fait sous notre contrôle, donc comment on arrive à stabiliser ces choses-là, mais également comment on arrive à gérer aussi les pics d'énergie. C'est des sujets qu'on porte aujourd'hui sur le débat public. Qu'on va connaître par exemple en hiver. Complètement, mais la réalité c'est que entre professionnels, c'est des choses qu'on a déjà réfléchies, partagées, échangées, que ce soit en fonction des périodes, que ce soit sur l'usage. Une production d'eau chaude sanitaire nécessite beaucoup de puissance par rapport finalement à du système de chauffage sur des logements qui sont plus récents. Et est-ce que chez Lyon Métropole Habitat, vous cherchez des nouvelles solutions, vous innovez pour justement mieux gérer cette énergie, ces consommations énergétiques? Alors ces innovations-là, elles sont effectivement anciennes, et puis on travaille aussi avec les industriels, on travaille avec les concepteurs, on travaille avec aussi ce qu'on appelle les services concédés, qui sont en capacité aussi de partager un peu les différentes prospectives. Donc les services concédés, c'est services concédés, GRDF, d'accord, RDF, donc des sociétés externes à Lyon Métropole Habitat. Complètement. Okay. Voir aussi les politiques sur comment ils peuvent, parce que j'ai entendu aussi parler tout à l'heure du coût à l'investissement. Évidemment, là on parle du compte d'exploitation, mais il y a aussi effectivement la capacité d'aller supporter l'investissement, ces travaux-là. Donc aussi d'aller trouver des solutions de financement, que ce soit par de la subvention, par du prêt. En tout état de cause, on cherche effectivement des solutions. On parle beaucoup de panneaux thermiques ou panneaux photovoltaïques pour aller créer un apport de calories gratuites qu'on vient réinjecter dans les réseaux, notamment d'eau chaude sanitaire. C'est plus de 2000 m² déjà de panneaux installés sur nos toitures. On développe aussi des nouvelles solutions où on vient récupérer les calories des eaux usées. Voilà, c'est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie qui est relativement stable du 1er janvier au 31 décembre, contrairement aux apports solaires. On vient aussi récupérer aujourd'hui sur des innovations de la calorie d'air extrait, les fameuses ventilations qui sont aussi importantes. Au lieu d'aller rejeter complètement les calories à l'extérieur, on vient aussi capter via des échangeurs ces calories qui ont été prises dans le logement pour les réinjecter d'une autre manière, évidemment sans risque sanitaire avec des échangeurs, mais qui permettent d'être des apports gratuits. Et je crois savoir qu'entre Lyon Métropole Habitat et GRDF, il y a aussi des liens particuliers sur de nouvelles innovations encore. Alors on y travaille depuis de nombreuses années, que ce soit sur du parc ancien avec finalement le gaz vert, encore une fois pour être sur les deux pieds, je donnais cette expression-là tout à l'heure, parce que c'est important aussi pour nous d'aller réduire cette empreinte carbone sur notre parc ancien, et puis sur l'autoconsommation, ce qui n'était pas tout à fait encore possible il y a quelques années, et donc pas de produire de l'électricité et de le réinjecter dans le réseau, comme j'ai envie de dire à peu près tous ceux des membres de l'Assemblée là ont connaissance, mais de réinjecter ça au bénéfice des parties communes et au bénéfice des logements, pour que ça puisse être une réduction complète, intégrale, aux bénéficiaires, donc à nos occupants. Et donc ça, c'est un produit qu'on a développé, plutôt en résidence senior, puisqu'il faut savoir que les résidences seniors, quand je vous parlais du profil des occupants, c'est 90% en taux d'occupation. Donc par rapport à cette énergie solaire qui est produite essentiellement la journée, c'est important, si on voulait qu'elle soit réutilisée, qu'elle soit faite directement, puisque la question du stockage du gaz a été évoquée tout à l'heure, c'est encore plus difficile d'aller stocker de l'électricité. Il y a un autre sujet qu'on va aborder lors de cette table ronde, c'est les matériaux de construction, parce que la décarbonation de notre habitat, ça passe évidemment aussi par la construction. Alors, parmi les matériaux de plus en plus privilégiés et qui sont notamment incités à être utilisés par la réglementation, notamment avec l'entrée en vigueur de la RE 2020, je rappelle que l'objectif de la réglementation environnementale 2020, c'est de diminuer significativement l'impact sur le climat des bâtiments neufs. Cette RE 2020, elle donne une place centrale au bois et aux matériaux biosourcés. Et justement, donc Benjamin Mermet, vous êtes en charge de la thématique construction bois de l'interprofession FIBois qui réunit les professionnels de la région en matière de toute la filière bois. Alors aujourd'hui, comment le bois peut répondre aux enjeux d'avenir d'une métropole comme celle de Lyon ? Alors, le bois, il peut y répondre de plusieurs façons. En fait, il y a déjà la massification. Donc, on a un gros groupe de travail qu'on mène FIBois Auvergne-Rhône-Alpes, Cluster Éco-Bâtiment et Ville Aménagement Durable en partenariat avec l'ORA HLM, donc l'organisme des bailleurs, sur la massification donc, de la réhabilitation. Parce que, notamment, le bois, il peut y répondre par la surélévation. Souvent, on le voit sur pas mal de projets. En fait, au-dessus des immeubles, sur le dernier étage, sans avoir vraiment à transformer en fait la structure principale, parce que comme le bois, c'est un matériau qui est très léger,
il apporte en fait cette possibilité de, sans changer complètement la structure du bâtiment, d'augmenter d'un niveau. Et donc on le voit sur des projets moi que j'accompagne en copropriété, où en fait ils se disent on doit rénover notre bâtiment parce qu'il est D, E, F. Et ben pour le rénover et aussi pour gagner en fait en économie, parce qu'il faut bien le payer, ben on va augmenter d'un niveau, donc on va avoir des appartements en plus qui vont être vendables et donc qui vont permettre de rembourser un petit peu cet investissement. Donc ça, c'est des choses qui se font. Il y a aussi sur Et donc on n'utilise pas de béton, donc c'est un petit peu plus et après, durable. voilà, pour répondre à la RE 2020, forcément, le bois, comme les autres matériaux biosourcés, c'est quelque chose c'est un matériau qui capte le carbone et qui le stocke. En fait, on a ce qu'on appelle les 3 S. Pendant l'accroissement de l'arbre, il va séquestrer du carbone, il va l'absorber. Ensuite, il va le stocker pendant toute la durée de vie du bâtiment. Donc, si c'est un bâtiment, le bois, c'est un matériau traditionnel, contrairement au béton qui est conventionnel. Et donc, le bois, en fait, on a des bâtiments, surtout à Alsace, Champagne-Ardenne ou Normandie, des bâtiments qui sont du XIIe, XIIIe siècle. Et les charpentes qu'on a, même les bâtiments haussmanniens, en fait, il y a énormément aussi de bois dans les bâtiments haussmanniens. Et en fait, ces bâtiments, le bois, tant qu'il est là, il stocke ce carbone qu'il a absorbé pendant toute sa croissance. Et après, c'est vrai qu'on parlait des énergies renouvelables. Le bois, en tant qu'énergie aussi, c'est une énergie de substitution, parce que c'est quand même la première énergie utilisée en termes de chauffage, première énergie renouvelable, qu'il soit granulé, plaquette ou bois-bûche. Et donc, c'est pareil, on se substitue aux énergies fossiles. Donc, c'est vrai qu'il va répondre sur sur tous ces aspects-là. Tout à fait. Et justement, alors, en matière, je reviens sur la construction bois. Quelle est la tendance dans notre région et en région lyonnaise, et qui sont les prescripteurs? Qui sont ceux qui demandent à faire construire à base de bois? Alors, moi, je suis à Fibois depuis 2015. Et en fait, en 2015 et même encore avant, souvent, c'était les collectivités qui voulaient construire leur école ou une salle des fêtes ou un gymnase. Voilà, on a énormément d'écoles, de gymnases, mais des bâtiments qui étaient plutôt publics. Et on a un revirement de situation, j'ai envie de dire, depuis 4-5 ans. Alors, c'est pas que la RE 2020, parce qu'avant la RE 2020, il y avait pas forcément cette RE 2020 qui était fléchée. Il y avait quand même l'histoire de énergie carbone, le E+, C-, ce qu'on appelait avant, qui était les retours d'expérience, les analyses qui étaient faites. Donc, il y avait quand même cette question de carbone qui était là. Et donc, de plus en plus, en fait, on a les promoteurs qui nous sollicitent, qu'on essayait de solliciter avant, mais qu'on n'avait pas du tout, donc promoteurs privés plutôt. On a les aménageurs, en fait, qui sont quand même un vrai levier, en fait, qui... notamment, je pense donc au pacte bois et biosourcés qui est sorti il y a 3 semaines. Donc, on a 14 signataires qui ont signé, qui sont engagés sur les 5 prochaines années à construire avec le matériau bois, donc à des niveaux différents. Il y en a qui sont engagés à construire 10% de leur surface de plancher avec le matériau bois et les biosourcés. Il y en a d'autres qui sont engagés à 40% ou à 70%. Et donc, dedans, on a des aménageurs comme l'EPAS, comme Urbanera, comme la Serle, mais on a aussi des bailleurs, des promoteurs. On a dernièrement, alors il y a eu un jeu de timing parce que forcément les promoteurs peuvent plus facilement prendre des décisions que les collectivités. Ça doit passer par des conseils, ça doit être validé un peu plus, c'est plus compliqué. Mais on a la ville de Lyon qui n'avait pas pu répondre au 27 septembre, qui nous a confirmé qu'il serait signataire, la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est aussi en travaux depuis, donc ça fait 1 an qu'on mène ce pacte. La métropole qui a dit aussi qu'il souhaitait. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir ces promoteurs aussi, et même dans nos adhérents, on a maintenant on a Bouygues Construction qui est adhérent. Donc c'est quand même, c'est pas rien parce que c'est quand même c'est des gens qui habituellement construisent en béton, mais qui ont vraiment depuis 2-3 ans se posent vraiment cette question et commencent à prendre le virage à des niveaux différents. Et donc on les accompagne en fait pour que on n'ait pas de mauvais retours d'expérience, parce que c'est ça aussi le risque qu'on peut avoir, c'est que tout le monde veuille faire le bois, qu'il y ait un engouement au bois et qu'en fait on fasse mal, quoi. Donc c'est là où il y a l'intérêt vraiment de notre interprofession. Tout à l'heure, on l'a vu dans la table ronde précédente, les prix de l'immobilier à Lyon et dans le Rhône ont atteint des niveaux élevés, même s'ils commencent à plafonner. En matière d'immobilier, au-delà de toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir pour la planète, il y a toujours la question du coût. Aujourd'hui, quels sont les coûts de construction d'un immeuble ou d'une maison en bois? Est-ce qu'il y a une pertinence économique? Alors, si on parle vraiment pertinence purement économique, forcément le matériau bois et les biosourcés seront plus chers que la construction en béton. Après, ça dépend vraiment de quoi on parle. Quand si vous on dites est plus sur cher,
En fait, moi j'aime toujours cette question parce que c'est un peu comme si on va voir un concessionnaire, on dit votre voiture elle va vous coûter combien? Une voiture ça va dépendre de toutes les options qu'on prend. Là par exemple il y a dernièrement, même mardi, j'ai fait la visite du projet Albizia, c'est un projet qui est sur Confluence. On a 4 bâtiments, un bâtiment R+6, 2 bâtiments R+7 et un bâtiment R+16 qui sont tous en construction bois. À part la cage d'escalier d'ascenseur, mais le bâtiment R+16, les planchers, les murs, tout est en structure bois. Et ben sur ce territoire-là, il y a eu une ambition architecturale, on a un parement extérieur qui est très très compliqué, qui a demandé des avis techniques, on a 2700 € du mètre carré. On est quand même, et encore en coût de construction, pas en prix de vente final, c'est pas prix de vente. Non, 2700 € du mètre carré. Non, le prix de vente, c'est pas mon métier. Je vous assure qu'il n'est pas à 2700. Oui. Je suis pas propriétaire, mais ce que je veux dire, c'est que on avait fait une analyse parce que souvent on nous pose la question. Et on avait fait et donc là, cette grande tour, elle a 2700 € et le plus petit des bâtiments, il a 1800 € du mètre carré. Donc ça dépend vraiment aussi de la taille, de ce qu'on choisit comme parement intérieur, comme parement extérieur. Il y a vraiment énormément de questions qui rentrent en compte. Et nous, on avait fait cette étude, on avait comparé, on avait pris 15 retours d'expérience sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et on s'était dit combien ça coûte la construction bois. Et on oscillait entre 1200 € du mètre carré et 2500 € du mètre carré. Alors, c'était il y a 4 ans, donc il y a eu la crise de... Ouais, il y a eu pas mal de tensions sur les projets, etc. Mais on était entre 1200 et 2500. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bâtiments, ils avaient été conçus dès le début en construction bois, il y avait des gros volumes qui allaient être faits, il y avait une réflexion qui avait été faite parce que c'était 4 bailleurs qui s'étaient réunis, qui avaient fait ce qu'on appelle un accord cadre et qui avaient dit nous on vous garantit 200 logements sur 4 ans, et donc ils avaient réussi à optimiser. Il y en avait d'autres, en fait il y avait de l'amiante et donc automatiquement c'était plus compliqué. Et donc voilà, c'est assez compliqué. J'ai envie de dire, pour répondre un peu à la question, c'est sur l'école, sur le collège, sur le gymnase, on est en coût de construction équivalent à des matériaux plus conventionnels. Sur du bâtiment immeuble, on va dire un peu ce que j'ai appris dernièrement sur la verticalité, comme disent les promoteurs, donc nous on construit en vertical. Là, si on est sur une structure béton, façade rapportée bois, donc ça veut dire vraiment étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau, isolation, vraiment tous les murs extérieurs qui sont en bois, on a des coûts de construction équivalents en béton et on a une rapidité de chantier, on a une qualité garantie parce qu'on fait beaucoup de préfabrication, donc on a cette garantie-là. Par contre, sur des grandes tours, ou sur du R+6, quand on est en 3e famille, 4e famille, forcément on sera plus cher. Mais sur la 2e famille, on arrive à des prix. C'est étonnant parce qu'on a souvent tendance à voir, plus on fait de volume, plus on arrive à faire des économies d'échelle. Là, c'est pas tout à fait vrai sur le bois. Alors sur le bois, en fait cette économie d'échelle, on va l'avoir et sur les matériaux conventionnels et sur les matériaux traditionnels. Et le bois, il va pas récupérer cette économie d'échelle comme peuvent le faire les matériaux plus conventionnels. Par contre, sur du R+2, R+3 avec des très grandes surfaces, parce que par exemple sur Lyon-Est, il y a à Jonage, il y a RTE qui a fait un bâtiment, c'est 22 000 m² de surface sur des R+2, R+3, tout en structure bois. Et bien là, ils étaient à des coûts de construction qui étaient équivalents. Ouais. Et ça, on a beaucoup parlé de pénurie d'approvisionnement, de flambée des coûts du matériau, notamment de l'acier, de l'aluminium. Sur le bois, on en est où actuellement, la fin 2022 ? Alors, si on prend, nous, Interprofession, on est sur l'ensemble de la filière. Ça veut dire qu'on va être du propriétaire forestier qui va être propriétaire de forêt, qui va vendre son bois, mais ce qu'on appelle plutôt des troncs, donc des grumes, et jusqu'au charpentier, on n'est pas du tout sur les mêmes questions d'approvisionnement. Si on prend vraiment, pour simplifier les choses, la première transformation, donc c'est tout ce qui est scierie, qui va transformer notre grume, donc qui est un tronc circulaire en des planches rectangulaires. Là, les prix baissent depuis mars. Donc les prix baissent. Mais ils avaient augmenté. Ils avaient augmenté pendant les scieries en fait. Et les prix, c'est assez compliqué parce que les prix baissent, mais le gaz et toutes les énergies en fait ont augmenté. Donc dans des scieries, surtout des scieries qui sont un peu anciennes, ils ont des coûts énergétiques qui sont assez importants et donc ils doivent arriver à jongler sur ces deux choses. Là, en tout cas, d'un point de vue tension de matériaux, on ne l'a pas. On a les matériaux qui sont là. Par contre, nous, la problématique qu'on a plutôt sur la filière, c'est le recrutement, comme dans toutes les filières. Et donc là, sur le charpentier, donc au niveau du charpentier, il va surtout avoir des problèmes de recrutement. Et il a des carnets de commandes parce que forcément la demande elle est de plus en plus présente, comme je vous le disais. Les promoteurs ou des aménageurs qui voient que dans le temps, il va y avoir énormément de mètres carrés qui vont être construits. Et ils ont des carnets de commandes qui, avant, il y a 5-6 ans, étaient à 3-4 mois. Là, sont à 6 mois, 1 an. Donc c'est vrai qu'il y a quand même aussi une tension, mais plutôt sur la main-d'œuvre plus que sur la fourniture. Bon, en tout cas, il y a de l'avenir avec ce matériau de construction.
Je vous remercie. Yann Noblet, responsable grand projet territoriaux de GRDF, Benjamin Mermer, prescripteur bois construction chez Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, et Yann Bouissou, directeur des études chez Lyon Métropole Habitat. Merci pour vos éclairages.